internationaux qui vont outiller et former la communauté sur quelques thématiques. On a aussi les meet-up où on va souhaiter que vous puissiez faire connaissance, que chacune de vous connaisse un petit peu les autres membres de la communauté pour que vous partagiez un peu ce que vous faites, vos idées, et que peut-être s'il y a des synergies qui peuvent se créer, que ça soit le cas. Donc ceci à propos de Mentorel, et aujourd'hui dans le cadre de la story, je suis ravie de recevoir Aya. Aya, merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci à toi, Esma. Je suis très ravie aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors si tu me permets, je vais brièvement faire une petite présentation de ton parcours. Et à partir de cela, on va rentrer un peu dans un storytelling très, on va dire, naturel, spontané, où Aya va nous raconter un peu son parcours entrepreneurial, c'est une aventure entrepreneuriale très courageuse. Et sur la base de cela, on va essayer de construire un petit peu en posant des questions qui peuvent vous aider aussi, pour celles qui sont venues pour de l'inspiration, pour celles qui n'ont pas encore osé l'entrepreneuriat ou pour celles qui ne veulent pas se sentir seules dans ce parcours-là. Donc, Aya Laraqi, c'est ça? Laraqi est fondatrice de Cumer. Donc en 2019, après avoir validé ses études en économie et gestion à l'université Hassan II, et en parallèle avec cela, elle a été accompagnée par un expert international du cuir qui l'a formée aux techniques de tannage à Fès ainsi qu'à Casablanca. Elle a ensuite poursuivi ses études en haute maroquinerie française à Paris, formée par des maîtres expérimentés qui ont travaillé pour des maisons françaises renommées telles que Hermès, Louis Vuitton, etc. Donc, Aya a développé une passion pour la mode éthique. En effet, depuis son petit âge, elle croit dur comme fer que la mode a un pouvoir extrêmement important sur l'environnement et le social, et que le consommateur peut impacter positivement ou négativement la planète. Pour Aya, la mode éthique peut être un moyen efficace pour répondre aux tendances du marché et changer le mode de consommation qui nuit à la planète. Aya a également développé une passion pour l'entrepreneuriat. En effet, Aya avait toujours une vision différente des choses par rapport à son entourage. Sa prise d'initiative et sa créativité l'ont toujours aidé à innover dans son quotidien. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de lancer sa propre start-up Cumer. Aya, bienvenue encore et merci beaucoup. Alors, je te laisse spontanément nous raconter un peu les péripéties, le démarrage de cette aventure entrepreneuriale. Comment t'es venue l'idée? Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis, déjà Lisba, c'est très inspirant. Alors, pour revenir à ta question, Asma, comment m'est venue l'idée? En fait, j'étais fan de tout ce qui est mode, cuir, depuis tout le temps. Et après mes études de bac, je voulais faire une école de mode. Et mes parents, ils étaient un petit peu contre. Ils m'ont orientée vers des études classiques, une école de commerce, etc. Et donc j'ai été convaincue. J'ai préparé les concours des grandes écoles. Et malheureusement, j'ai pas eu d'école. Et donc pour moi, c'était le premier échec dans ma vie. J'étais très triste, déprimée, tout ce que vous voulez. Donc je me sentais perdue, toute seule, incomprise. Et donc j'ai décidé d'intégrer la fac parce que tout simplement, on m'a dit qu'à la fac, on a un temps qui est assez léger et qu'on pouvait faire autre chose en parallèle des études. Et donc je me suis inscrite à la fac sans que mes parents le sachent. J'ai commencé la première année, ça s'est bien passé. Et puis la deuxième année, je me sentais toujours perdue. Je ne savais pas vraiment... En fait, j'avais pas d'objectif, j'étais un petit peu perdue comme tous les adolescents. Un jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui montrait la production des cuirs exotiques. Et en fait, ils enlèvent la peau de l'animal encore vivant pour garder la fraîcheur de la peau. Donc ça m'a touchée et je me suis dit c'est impossible. Comment ça se fait qu'en est en 2016, il n'y a pas d'alternative responsable pour ça. Et donc j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis tombée sur un article qui parle d'une ancienne tradition qui se faisait aux pays scandinaves, qui était le cuir de paisson. Parce que eux, ils n'avaient pas les mammifères, et donc ils avaient que le paisson et ils transformaient la peau du paisson en cuir. Et du coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais le Maroc, on consomme beaucoup de paisson.
On est parmi les meilleurs tanneurs du monde, donc on a le savoir-faire. Why not? Pourquoi ne pas créer, pourquoi en fait ne pas créer une tannerie de cuir de poisson? Et moi, mon background, c'est commerce et économie, donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est tannage, cuir, chimie. J'ai commencé en fait à chercher des experts, des professionnels dans le métier qui m'ont accompagnée, qui m'ont appris le métier. On passait vraiment des semaines dans des laboratoires pour tester le cuir. Au début, on avait vraiment des soupes de poisson, c'était même pas un produit. Et donc au final, on a réussi à avoir un cuir qui était assez quand même épais et rigide à l'époque. Et on n'arrivait pas quand même à le vendre parce que c'est une nouvelle matière, les gens ne sont pas habitués. On était très jeunes, sans expérience, sans réseau. Et donc on n'arrivait pas à vendre le cuir comme matière première. Donc j'ai eu l'idée en fait de valoriser ce cuir et le transformer en article de mode pour que les gens commencent à s'habituer à porter des trucs, des accessoires ou bien des vêtements en cuir de poisson. Et donc j'ai commencé à fabriquer d'abord des petits accessoires, tout ce qui est montres, bracelets, des porte-clés, des portefeuilles. Et on a remarqué que les gens ils étaient très ouverts à l'idée. Et on a eu notre première commande d'une entreprise en fait. Et cette commande nous a permis à investir dans l'atelier de production. Donc on a acheté les premières machines de tannage qui nous ont permis encore une fois d'augmenter la quantité et d'améliorer la qualité du cuir et ainsi de suite. Donc, du coup, entre l'idée que tu as eue à travers la vidéo que tu as regardée et le premier pas envers on va dire, apprendre un peu le métier, se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu es allé chercher des personnels, enfin, du monde qui est expérimenté dans le sujet? Comment ça s'est passé? Après, j'ai entendu est-ce que tu as construit des équipes en même temps? Tu as construit ton atelier? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors en fait, au début, on était une équipe de 15 parce qu'on faisait partie d'un club d'entrepreneuriat social Inactus de la fac, et donc on était une quinzaine de personnes. Quand même, 15 personnes, c'était mal organisé, on ne pouvait pas vraiment gérer le projet. Donc on était obligé quand même de rester que 4 qui sont très engagés et impliqués dans le projet. Et ce qui m'a en fait aidé à passer à l'idée, à la concrétisation en fait, du projet, c'était ma première incubation à l'incubateur Bidaya, je ne sais pas ce que vous connaissez. C'est un incubateur qui aide les entrepreneurs qui sont vraiment dans le commencement de leur idée. Donc même en phase d'ideation, vous êtes accompagné et incubé chez cet incubateur. Et donc ça m'a vraiment aidé à structurer le business et en fait transformer une idée à une entreprise en même temps à commencer à développer mon network. Donc ça a commencé déjà comme ça. Quelle année à peu près? Enfin, combien de C'était en 2017. C'était en 2017. C'était déjà, je pense, en 2017, il n'y avait que 3 incubateurs. Donc c'était pas assez développé comme aujourd'hui. Et donc par la suite, on a intégré la Chambre française. La Chambre française du commerce et d'industrie. Aussi à l'époque, ils connaissaient pas le mot start-up. Et donc quand on voulait adhérer, en fait, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'on faisait là-bas parce qu'ils nous ont demandé les papiers d'entreprise. On n'avait pas d'entreprise à l'époque, on n'avait que le statut auto-entrepreneur. Et donc, on a dû vraiment changer tout le système de la CFCM pour s'adapter avec les petites structures comme la nôtre. Et puis, quand ils ont vu qu'on était très engagés, très impliqués, ils ont créé un incubateur qui s'appelle le Cluster CFCM. Et donc, aussi, on était incubés au cluster pendant 2 ans. Super. Alors tu avais parlé aussi d'un parcours de formation que tu avais effectué, je suppose en France. Est-ce que c'était à ton initiative ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a sponsorisé? Comment ça s'est passé et comment ça s'est fait que à un moment donné tu te dis tiens, j'ai envie de prendre les choses en main. Aujourd'hui je ne vais plus suivre le parcours que l'on m'a recommandé. Je vais aller m'investir pour vraiment monter ma start-up jusqu'à voir aujourd'hui ton produit qu'on a vu tout à l'heure en bas. En fait, j'attendais ce moment depuis toujours.
Après, en fait, j'ai eu ma licence en fait à la faculté. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me passionne. Et donc, c'est comme ça comment j'ai eu l'idée d'aller en France pour apprendre la haute maroquinerie française. Et c'était une expérience extraordinaire parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer des experts aussi en France. Et en même temps, développer et travailler sur le produit final. Donc ça nous a permis aussi de monter en gamme parce qu'avant on trouvait beaucoup de mal à trouver des artisans qui maîtrisent les finitions. Donc vraiment ils n'avaient pas ce sens de détail. Et donc ça m'a permis aussi de former les artisans et de les accompagner à produire des articles haut de gamme et luxueux. D'accord. Et quand tu dis former les artisans, c'est-à-dire que tu t'es mise en contact avec une communauté d'artisans sur Casablanca ou Fès ou... Non, en fait on a recruté des artisans qui travaillaient pour nous. Très bien, donc aujourd'hui vous avez un atelier avec des artisans que vous avez recrutés, vous avez après une équipe de combien de personnes? Non, ça a changé après le Covid. Ça a changé après le Covid parce que justement avant on voulait créer une marque spécialisée dans les accessoires en cuir de passant. En fait, le Covid est venu et en fait, on a bousculé tout le business model vers la vente de la matière première. Donc aujourd'hui, on est spécialisé dans la vente du cuir de passant. On a la tannerie, en fait, on est la première tannerie créée de cuir de passant sur tout le continent africain. D'accord, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous vendez, en dehors des accessoires que vous mettez en vente, j'imagine, sur le site web principalement, vous vendez de la matière première pour des personnes qui l'exploitent. Et je suppose que c'était un moment de... Enfin, le mindset a changé pendant le Covid, c'est ça? Et je suppose que c'était on va dire un moment de résilience, de mindset entrepreneurial qui essaye de rebondir. Est-ce que vous avez pensé à lâcher tout ça à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes orienté vers un nouveau modèle? En fait, déjà après le Covid, on a eu beaucoup du mal à rebondir, la vérité, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. Je ne sais pas si vous vous rappelez des inondations qui étaient à Casablanca juste après le confinement. Et donc nous, on était des victimes des inondations, parce qu'à l'époque, on avait un atelier qui était au sous-sol. Et on était en pleine période de préparation pour les cadeaux d'affaires. On avait des avances qu'on avait encaissées, des entreprises. Puis le lendemain, on arrivait à l'atelier, on a trouvé toutes les machines endommagées, toute la matière première qui nageait. Et du coup, c'était la plus grosse perte. Et on ne savait pas quoi faire. La vérité, à ce moment-là, je me disais que ça c'était la fin. C'est la fin parce que on n'a pas de matière première, on n'a pas de machine, on n'a pas d'espace pour produire. On se disait, moi et mon associé, est-ce que l'avance qu'on avait encaissée, est-ce qu'on va en fait l'exploiter pour acheter les matières premières et produire? Là, ça fait arrêter tout. Et donc, quand même, on n'a pas lâché l'affaire. On s'est dit, ça vaut le coup de continuer, de développer en fait ce qu'on avait bâti pendant 3 ans. Et jusqu'à présent, tout ce que vous avez investi, on parle aussi pour démystifier un peu par rapport aux personnes qui souhaitent peut-être se lancer dans un petit business en parallèle ou là qui ont déjà une idée, qui veulent la concrétiser. Donc si on revient je vous pose un peu des questions pour approfondir le processus et pour savoir comment les choses se sont faites exactement. Même après cette crise-là, est-ce que c'était vos fonds propres ou est-ce que vous avez réussi à lever de fonds? Enfin, les processus d'incubation à un moment donné, est-ce que ça aide uniquement pour concrétiser l'idée ou est-ce que ça peut aider pour l'investissement, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Alors pour les incubations, à mon époque en fait il n'y avait pas c'était en fait des programmes d'accompagnement et d'incubation, donc il n'y avait pas des programmes de financement. Aujourd'hui, presque tous les incubateurs ils ont quand même un petit volet de financement, donc soit en fait il y a des fonds de la CCG sous forme de subvention ou de prêt d'honneur, ou bien en fait ils ont des clubs de business angel, ou bien ils vous mettent en fait en contact avec un réseau d'investisseurs. Donc ça dépend de la phase de votre projet. Est-ce que vous êtes en démarrage, en croissance? Ça dépend vraiment de votre objectif aussi de l'incubateur, parce qu'il y a des incubateurs qui proposent de la formation, de l'accompagnement, et il y a des incubateurs qui en fait vous aident à accélérer et à passer à la vitesse supérieure. Donc ça dépend aussi de ce que vous cherchez
et votre besoin. Moi, maintenant, quand j'étais étudiante, j'avais 19 ans, donc j'avais pas assez d'expérience, je savais pas comment diriger une entreprise, je savais pas comment approcher des partenaires. Donc j'avais vraiment besoin d'un accompagnement qui va me permettre d'apprendre tout ça, d'avoir confiance en soi, de parler en public. J'étais très timide. À Bidaï, par exemple, on m'a accompagnée en fait, j'avais un coach personnel qui m'accompagnait à la prise de parole en public, comment avoir confiance en soi, comment négocier, comment approcher des gens dans le business, parce que ça, c'était parmi les choses qui m'effrayaient au début. Je me disais que comment je vais approcher des gens qui ont l'âge de mes parents et leur convaincre d'acheter chez moi. Donc c'est des choses, en fait, c'est des choses que l'incubateur va vous aider à surmonter et à développer. Très bien. Et pour la partie de levée de fonds, comment ça se passe? Vous préparez un pitch, et après vous allez chercher des investisseurs, ou c'est quelque chose qui peut être aussi pris en charge par l'incubateur? Alors les deux en fait. Soit vous cherchez justement le business angel ou bien l'investisseur, soit tout simplement à travers votre incubateur, vous allez participer à des programmes et des pitchs pour rencontrer ces business angels. Pour mon cas, en fait, moi j'ai participé à une émission sur 2M, je connais Stigmat Mouchroï, et donc c'est là où j'ai rencontré mon business angel. Et donc c'était un pitch de 15 minutes, il fallait convaincre des business angels. Donc ta première levée de fonds, tu l'as faite à travers ce programme-là. Alors justement, si tu as des conseils à nous donner quels sont les éléments en dehors de l'aspect technique ou du produit lui-même, qu'est-ce que tu penses, pour toi, quel est l'élément qui fait la différence dans le pitch d'un entrepreneur? Si tu as réussi à passer de ce stade, de l'idée à concrétiser tes produits, à réussir à ton incubation, et ensuite à lever un fonds et aujourd'hui à vendre tes produits et dénicher de nouveaux marchés et te réadapter, quels sont les éléments à ton avis qui ont fait ta force en tant qu'entrepreneuse et qui ont fait la différence pour que ton projet réussisse? Je dirais d'abord avoir confiance en ton produit d'abord et montrer que vous maîtrisez votre marché, vous connaissez votre client. Ça c'est important parce que quand vous êtes devant des investisseurs, c'est des gens quand même qui cherchent à faire profit, en fait, qui investissent en vous, qui investissent dans votre projet pour avoir plus de profit. Donc il faut leur montrer que vous êtes des personnes qui maîtrisent en fait votre domaine, vous maîtrisez le marché, vous connaissez votre client et que vous avez des objectifs et une vision. Je pense que c'est ce qui est important. Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, moi j'aime pas les appeler soft skills, de l'ordre des essential skills, quelque chose qui est dans votre attitude, quelque chose que vous dégagez qui devrait faire la différence? En fait, moi quand j'ai participé à l'émission, je me disais que c'est une expérience. Je ne suis pas, je suis pas partie avec une idée de convaincre des investisseurs et tout. Je me suis dit c'est une expérience, j'ai envie de la vivre, j'ai envie de rencontrer ces gens, j'ai envie d'échanger avec eux, j'ai envie de montrer aux gens et au monde à quoi ressemble le cure de passant, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc je pense que c'est ce qui m'a aidé en fait dans le pitch. En même temps, en fait, je ne me suis pas contentée d'exposer les produits d'une manière très simple ou classique. Donc même en termes d'exposition, j'ai essayé de leur ramener à notre univers et de montrer en fait tout ce qu'on pouvait faire. Je pense que c'est quelque chose qui donne envie à des investisseurs de vous suivre et de croire en vous et croire en votre projet. Alors je suppose que comme il y a des moments de réussite, il y a aussi des moments d'échec. Alors, vous nous avez cité bien évidemment ce qui s'est passé en plein crise Covid, les inondations, etc. Mais pour vous, quels ont été les moments, on va dire, d'échec qui vous ont marqué et qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Des moments d'échec. Alors comme je t'ai dit, Asma, le plus grand échec et le plus grand challenge, c'était celui des inondations. C'était vraiment un moment très difficile. Mais après, en fait, la vie d'entrepreneur, en fait, le chemin d'entrepreneuriat n'est pas un chemin qui est droit. C'est des ups and downs. Donc, vous êtes tout le temps en face de problèmes, vous êtes tout le temps en face de challenges et vous devez avoir un mindset qui résout des problèmes. Et quelles sont les perspectives aujourd'hui, du coup, dans les 5 ans à venir? Où est-ce que vous voyez, comment vous voyez votre marque? Quelles sont vos perspectives de développement?
Alors, Inch'Allah, déjà, on a commencé à diversifier l'offre du cuir de passant. Avant, on travaillait qu'avec le cuir de saumon. Aujourd'hui, on a commencé à travailler avec la truite de l'Atlas. Et puis, le but, c'est de travailler avec d'autres types, surtout le continent africain, la perche du Nil, la sole, le requin, etc. Et d'être vraiment une référence du cuir marin dans le monde. Et est-ce que l'écosystème marocain, enfin déjà national, peut-être aussi régional et international, s'y apprête? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est, que ce soit les business durables ou la mode éthique, comme vous l'appelez, est-ce qu'il y a une prise de conscience, que ce soit à échelle des systèmes, des instances et du consommateur, ou c'est quelque chose sur lequel vous pensez qu'il faut encore travailler? Ça a commencé à bouger dernièrement, même avec la maison d'artisans, ils ont commencé à faire appel à des créateurs, parce qu'avant, pour tout ce qui est salon, exposition à l'international, on voyait tout le temps des artisans classiques avec des poufs, des babouches, des tapis. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est vraiment de favoriser tout ce qui est création marocaine, tout ce qui est moderne aussi, avec une touche marocaine. Et c'est quelque chose que je pense qu'aujourd'hui, l'État et en fait les gens, ils sont obligés de favoriser le Made in Morocco et tout ce qui est écolo. Et à l'échelle du consommateur, est-ce qu'il y a une prise de conscience? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une clientèle particulière qui a cette prise de conscience, ou c'est plutôt une clientèle qui va venir vers vous parce que voilà, elle a été attirée globalement par le produit? Alors au Maroc, la vérité, la plupart des gens qui achètent chez nous, c'est des gens qui sont plutôt, qui aiment en fait le fait que c'est original, c'est nouveau, que ça ressemble au serpent, au croco, etc. Mais il n'y a pas vraiment cette prise, malheureusement, de conscience de tout ce qui est écolo. Par contre, quand on fait des expos à l'international, la plupart des gens sont attirés par le fait que c'est une matière qui est recyclée, que c'est un tannage qui est écolo, que voilà, c'est nouveau et c'est original. Donc je pense que ça va commencer à bouger, mais c'est pas encore, on n'a pas cette conscience en fait de tout ce qui est écologique. Quand vous dites tannage écologique, enfin, juste pour comprendre un petit peu le terme, qu'est-ce qu'il y a dans le processus, à part le fait que vous utilisez le cuir de passant, qu'est-ce qu'il y a de plus sustainable, on va dire, ou écologique dans le processus lui-même? C'est en fait le processus de tannage. En fait, ils utilisent des matières qui sont très chimiques, comme le chrome, comme l'acide, et c'est des produits en fait qui sont nocifs pour l'environnement et pour l'être humain. Nous, le but, c'est vraiment de rester dans cette approche qui est écologique. Et donc, on a décidé de travailler avec des tanins qui sont végétaux, donc c'est à base de plantes et d'écorces d'arbres, et des tanins qui sont sans métal. Donc, il n'y a pas ce risque justement d'avoir des allergies sur la peau, ou bien d'avoir des déchets qui sont nocifs pour la planète. Alors, avant de donner la parole peut-être à l'audience, à la présence aussi, s'ils ont des questions à te poser, bien évidemment, j'en doute pas, je voudrais te poser un autre type de questions en dehors on va dire, du parcours entrepreneurial en soi. Pour toi, est-ce que tu as fait le choix, tu as osé de vraiment faire ce choix de t'engager dans un parcours entrepreneurial, de ne pas suivre le processus, on va dire, un peu classique, de faire des études, de décrocher un diplôme, chercher un premier emploi et peut-être se poser la question, parce que ça arrive bien évidemment au milieu du parcours. Qu'est-ce que cela t'a appris jusqu'à présent? Et est-ce qu'à un moment donné, tu as des moments de doute où tu dis, tiens, ça aurait été plus simple d'être dans un parcours, voilà, d'avoir un poste, d'être salarié dans une entreprise, d'avoir un salaire stable tous les mois sûr. Est-ce que tu n'as pas des moments d'incertitude ou de doute? Et qu'est-ce que cela t'a appris? En fait, je pense qu'on aura toujours des moments d'incertitude, même quand on est salarié. On a toujours, en fait, on veut voir à quoi ça ressemble la vie d'un entrepreneur et entreprendre. Pareil pour les entrepreneurs, on n'est pas en fait certain de ce qu'on fait et on se dit des fois est-ce que le salariat n'est pas plus simple que l'entrepreneuriat. Mais en fait, en fin de compte, je me dis que je ne pourrai jamais être salarié parce que tout simplement, ma toute première expérience était Cuimer. Moi, j'ai entrepris quand j'avais 19 ans. Et donc, j'ai choisi un chemin où je ne peux pas faire un recul, à part en fait entreprendre.
Et donc j'essaie de travailler sur ça tous les jours, et puis je me dis quand même l'entrepreneuriat a beaucoup de choses de positives, on rencontre des gens extraordinaires, on a des opportunités extraordinaires aussi, on travaille sur soi, on apprend beaucoup de choses, tous les jours on apprend des choses, donc c'est quelque chose quand même qui m'épanouit en fait en tant que personne. Et quel serait le message, le conseil que tu aurais à donner à une personne qui veut sauter le pas, mais qui hésite et qui n'hésite pas. Et des fois, sûrement c'est légitime aussi parce qu'on se dit quand on se lance, on a dès le premier jour des charges, on a des personnes qu'on doit recruter, des prestataires à payer, de la matière première si on est sur un produit à acheter, etc. Enfin, quel serait le conseil que tu pourrais donner à cette personne qui a l'idée, qui est encore dans le doute, qui ne sait pas par quoi commencer? D'abord, il faut démarrer le plus tôt possible et concrétiser le plus tôt possible. C'est un conseil en fait qu'un entrepreneur m'a donné le premier jour. C'était Oussama Ammar, je ne sais pas ce que vous connaissez. C'est un Libanais qui est basé en France. C'est parmi les grands entrepreneurs en France, qui a fait ses preuves au Silicon Valley et que j'ai rencontré ici au Maroc. Et je lui ai parlé de ce que je faisais. En fait, il m'a dit j'ai un seul conseil pour toi, c'est concrétise le plus tôt possible. Essaye de vendre le plus tôt possible. Parce qu'en fait, généralement, quand on commence, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui suivent un petit peu tout ce qui est incubation, un programme d'accompagnement, et donc ça bouffe beaucoup de temps. Vous concrétisez pas le plus tôt possible parce que vous restez quand même dans tout ce qui est théorique. Et il y a d'autres types d'entrepreneurs qui concrétisent rapidement et qui font des levées de fonds. Et en fait, ça, c'est parmi les choses que je regrette, c'est que... Mais après, en 2017, il n'y avait pas vraiment des levées de fonds au Maroc, il n'y avait pas des fonds d'investissement. Donc c'est tout nouveau, ça a commencé cette année, en fait, ça a commencé un petit peu à se développer. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de concrétiser et démarrer le plus tôt possible. Construire un minimum, un produit, un échantillon, un échantillon de service ou un échantillon de produit en fait, et essayer de le vendre. C'est ça. Parce qu'en fait, si vous... j'imagine que c'est très difficile pour un salarié de quitter son job et se lancer dans l'entrepreneuriat s'il n'a pas des assurances. Et en fait, si vous commencez votre projet en parallèle de votre job, au moins, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider, qui vont vous orienter. Vous allez peut-être faire lever des fonds. Et donc, ça va vous rassurer, ça va vous permettre en fait, de faire le saut et de concrétiser, de démarrer votre projet. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, selon vous, que l'on peut aussi faire en parallèle. En parallèle, ok, très bien, parfait. Sans plus tarder, on vous donne la parole, mesdames. Principalement, mesdames, parce qu'il n'y a pas de monsieur dans la salle. Si vous avez des questions pour Aya, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi rentrer dans la technicité des choses. Si vous avez une question particulière par rapport à ses parcours d'incubation, à la levée de fonds, au premier produit qu'elle a vendu, n'hésitez pas. En fait, juste une petite question. Comment tu as décroché ton premier client? Alors, mon premier client... En fait, parce qu'on a deux types de clients, le B2B et le B2C. Le premier client B2C, c'était un de mes amis. J'avais un bracelet en montre de cuir de poisson et qu'il avait vu et qui m'a dit j'aimerais bien avoir la même chose. Et donc j'avais fait un petit bracelet pour lui, je lui ai donné. Par la suite, ça a créé un effet de boule de neige. Et pour le client B2B, c'était en fait lors d'une cérémonie de remise de prix. J'avais rencontré le président de la CFCM, en fait, qui est tombé amoureux du projet, qui m'avait demandé de venir le lendemain le voir à son bureau. C'est la Chambre française du commerce et de l'industrie du Maroc. Et donc, en fait, on a fait une petite réunion avec tous les directeurs de la CFCM, on a expliqué l'idée. Et puis, un des directeurs m'a proposé de faire des coffrets pour entreprises pour la fin d'année. Et donc, c'est comme ça comment en fait, on a eu le premier banc de commandes. Donc, en dehors des stratégies, on va dire, commerciales, c'est ça. Il faut savoir provoquer des fois l'opportunité. Mais après, j'imagine que cela n'empêche que vous travaillez aussi sur des stratégies. Non, mais bien sûr, parce qu'en fait, avant,
C'était en 2017 qu'on a eu le premier banc de commande, donc j'étais quand même assez jeune, j'avais pas d'expérience. Donc tout ce qui est stratégie et tout, c'était pas assez clair pour moi à cet âge. Super. Merci. Une autre question? Alors, merci. Alors déjà, bravo. Franchement, une vraie source d'inspiration. Vraiment, belle inspiration et très beau projet. On en parlait tout à l'heure, ça m'a donné beaucoup d'idées. Moi, j'ai juste une petite question ou une remarque ou autre. Enfin, tu disais tout à l'heure que c'est important de se lancer rapidement, le plus tôt possible, rapidement. Et moi, je suis un peu dans cette phase où je me lance, attends, doucement. Ça fait 1 an à peu près que j'essaye de lancer ma marque en parallèle. Et j'arrive pas à lancer, pas parce que c'est pas bien, mais je veux que ce soit bien fait. Et je vais du principe que c'est la première impression qui compte. Si je viens que je me lance comme ça dans le tas et qu'il manque encore ceci, cela, et tel petit détail, en fait, si du premier coup c'est pas bien fait et que je me mets à rectifier par la suite, c'est toujours cette première impression qui restera gravée, en tout cas dans l'image et dans l'esprit du consommateur. Et donc du coup je veux que ce soit bien fait avant de lancer. Et ça prend du temps et du coup ça fait 1 an que j'essaye de lancer ma marque et toujours rien. En fait, je comprends parfaitement ta situation, mais après j'ai envie de dire que si tu démarres pas le plus tôt possible, tu vas pas vraiment comprendre le besoin réel des clients. En fait, tester le produit. Parce que ce qui est important, c'est vraiment, au final, c'est le client, c'est pas le produit. C'est d'être proche à ton consommateur, de comprendre, de savoir ses habitudes de consommation et d'évoluer avec ses besoins aussi. Et donc, nous, quand on a commencé, c'était aussi l'idée, on se disait, est-ce qu'on commence maintenant ou là on commence pas? Déjà, moi, je connaissais pas du tout le secteur, c'était une industrie, j'étais une femme, jeune, pas d'expérience, et donc tout ça me faisait très peur. Et je me disais qu'une fois que je vais me lancer, je vais me casser la gueule, donc vaut mieux rester tranquille et finaliser tout pour se lancer. Mais après, j'avais tort parce que si j'avais fait ça, j'allais peut-être pas avancer. Et en même temps, un conseil qu'on m'a donné aussi, c'était le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est le temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent toujours le bon moment en fait, pour se lancer ou bien pour lancer des choses. Et il y a des gens qui viennent et qui avancent, qui développent l'idée et qui réussissent. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut juste avoir quand même une vision, un objectif très clair. Et comme un timeline, c'est-à-dire que tu as des objectifs dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et à chaque fois, je suis sûre et certaine que quand tu vas te lancer, tu vas avoir des gens qui vont aimer, des early adopters qu'on appelle. C'est des gens en fait qui seront fans de ton projet dès le démarrage et qui vont te supporter. Par la suite, tu vas évoluer et même ton produit va évoluer avec toi. Et donc ainsi de suite, tu vas commencer à attirer d'autres personnes qui vont attirer d'autres personnes. Et c'est comme ça comment ton produit et ta marque va se développer. J'espère que j'ai répondu à ta question. On a une question dans la salle? Oui, j'ai une petite question. Le micro, c'est plus aussi pour la vidéo ou pour la prise du... Mais sinon, j'ai pas qui. C'est justement ce que j'allais vous dire. Déjà, merci beaucoup pour le partage. Franchement, c'était super intéressant. Ça se voit que vous avez grandi avec votre projet, ce qui est magnifique. Ma question est... je suis un peu curieuse de savoir, au niveau de... quand on cherche à avoir des fonds, je pense que votre idée, votre business est très original. Et je pense que ça attire énormément les business angels quand ils veulent mettre de l'argent. Donc je me demande si, l'idée elle est quand même basique, mais derrière où il y a un marché, où il y a un potentiel, est-ce que vous pensez de votre côté que c'est quelque chose qui peut attirer et quand même, pour lever des fonds par la suite? En fait, bien sûr, il ne faut pas confondre entre l'entrepreneuriat et les startups. Il y a une différence. L'entrepreneuriat, c'est en fait un projet d'entrepreneuriat. En fait, la start-up, c'est différent. Start-up, ça veut dire qu'il faut avoir un caractère innovant et en même temps pouvoir générer une hyper-croissance.
Donc ça ne veut pas dire parce que actuellement la tendance est vraiment d'investir dans des startups innovantes, etc., tout ce qui est tech, etc. Mais aussi à des investisseurs et des gens qui sont prêts à investir dans des projets entrepreneuriaux. Donc ça dépend aussi de toi. Si tu vas approcher des investisseurs qui investissent uniquement dans la tech, par exemple dans mon cas, ils ne vont jamais investir dans l'industrie. Si tu pars chez des investisseurs qui investissent dans des projets entrepreneuriaux, ils ne vont jamais comprendre mes challenges et mes difficultés. Donc il faut aussi, en fait, l'investisseur, c'est comme en fait vous êtes en train de choisir votre mari. C'est une association à vie. Pareil comme ma mère, elle dit que le mariage au moins il y a le divorce. Quand vous vous associez, la vérité, il n'y a pas de divorce, et donc c'est à vie. Il faut bien quand même choisir ton investisseur et savoir qui approcher, selon ton objectif. Ouais, merci. En fait, juste une remarque à propos des investisseurs. Donc là, il faut faire la différence parce qu'il y a des business angels qui investissent au départ d'une entreprise et il y a les VC, venture capital. Donc c'est troisième. Exactement. Donc là, il faut bien choisir. Est-ce que c'est business angel ou VC ou autre? Alors, parce que ça dépend de l'étape de l'entreprise. Exact. Start-up ou l'entreprise en général. Justement, dans le cadre de la même discussion, les fonds peuvent se lever à des stades différents de la croissance de l'entreprise et par des instances et on va dire des acteurs aussi différents. Après, même pour la partie entrepreneuriale, moi je dirais aussi qu'un investisseur aussi investit dans la personne. C'est-à-dire dans l'attitude de la personne, dans sa capacité à être résiliente, à voir qu'elle est persévérante et qu'elle va porter le projet jusqu'au bout. Donc je pense que l'attitude de l'entrepreneur, son caractère et son talent fait aussi la différence par rapport au projet. Ça fait référence aux essential skills. Exact. Ils ne sont pas du tout soft, mais qui sont très, très, très essentiels. Alors je vous donne la parole, ensuite vous la passez à Fouta qui est derrière. Merci, c'est gentil. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre partage très, très authentique et vraiment un grand bravo de ma part également pour ce beau projet et surtout que ça porte sur la thématique du développement durable qui est vraiment un sujet qui est super important et que vraiment on a l'impression que quel point leur support ou pas a été important pour toi. Merci pour votre question. Pour répondre à la première question en fait, comment on fait pour sensibiliser les gens de tout ce qui est écologique. En fait, dans le cadre de QMER, on organise des ateliers créatifs pour valoriser les chutes de nos cuirs. En fait, quand on produit des produits, on a généralement des chutes de cuir de poisson. Et donc on essaye de les valoriser aussi à travers des ateliers créatifs, soit pour enfants, soit pour des entreprises dans le cadre des team building. Et ça leur permet de toucher la matière, de savoir que même des chutes de cuir recyclées peuvent être re-recyclées pour créer soit des coussins, des porte-clés. En fait, c'était aussi comme un atelier d'initiation à tout ce qui est manuel, tout ce qui est travail manuel, maroquinerie, etc. Sympa, franchement, je voudrais bien participer à ce type d'atelier. J'espère que dans le futur, ça sera ouvert à tout le monde. Inch'Allah, avec grand plaisir. Et pour répondre à la deuxième question, qui est vraiment la réaction de mes parents. Au début, pour eux, c'était un projet en parallèle de mes études, dans le cadre para-universitaire, donc ils ne croyaient pas vraiment. Pas du tout sérieux, carrément moins de passé. Ça va, c'est ça. Mais par la suite, en fait, quand ils ont vu qu'on a eu la première commande, parce que la première commande, en fait, on a réalisé un chiffre d'affaires de 6 chiffres, donc c'était assez important. Et donc ils ont commencé à se dire ah, c'est intéressant, why not? En même temps, il faut il faut pas se concentrer sur ses défauts et les corriger, mais plutôt cultiver sa singularité, etc. Donc ils étaient quand même assez supportifs avec moi. Et ça a continué jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où tu as décidé de faire ça ton Ouais. travail. Après, en fait, ce que je remarque, parce qu'en fait, mon associé a beaucoup de mal à engager, on est deux femmes, a beaucoup de mal à impliquer sa mère, en fait, a beaucoup de mal à convaincre sa mère jusqu'aujourd'hui. Tout
simplement parce que moi, j'essayais dès le début d'impliquer mes parents dans tout ce que je faisais. Je racontais tout ce qu'on a avec eux, toutes les difficultés, comment on les a résolues, tout ce qu'on a pu réaliser. En fait, c'est comme s'ils ont vécu avec moi, ils ont vraiment grandi avec moi dans l'aventure. Et donc ça, c'est important aussi parce que les parents, pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'ils ont peur d'échouer, etc. Et donc, ils doivent avoir quand même un petit peu d'assurance que ça va, là, vous n'êtes pas folle, que alors, vous savez qu'est-ce que vous faites. Alors, bonsoir, je suis vraiment touchée par votre projet et bravo, un grand bravo pour votre originalité et surtout d'avoir osé braver beaucoup d'interdits et beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, voir une telle réussite me touche particulièrement. J'avais envie de vous poser 2 questions. La deuxième, il y en a une déjà qui a été soulevée. Effectivement, il m'arrive d'accompagner des jeunes dans leur orientation et choix de construction de projets de vie. Et souvent, les parents sont un grand obstacle parce que, comme vous le dites si bien, ils ont peur. Ils préfèrent les sentiers déjà battus, qu'ils ont déjà vu réussir. Ils ont peur de l'originalité, ils ont peur du nouveau. Et je vous ai entendu dire, un élément capital, c'est impliquer vos parents et d'être toujours présent justement et leur raconter ce qui se passe. Et vraiment bravo aussi d'avoir réussi à faire cela et d'avoir eu leur support. Deuxième intervention, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui réellement chez vous a créé de la différence. Je vous entends passionnée, je vous entends vibrer, je vous entends vraiment être grande connaisseuse de ce que vous produisez, de ce que vous commercialisez, de ce que vous présentez. Donc c'est un très bel élément convaincant à tous les prescripteurs que vous rencontrez. Mais qu'est-ce qui fait la différence chez vous? Qu'est-ce qui réellement vous permet de percer? C'est quoi votre motivateur interne? J'aimerais vraiment entendre chez vous qu'est-ce qui vous a aidé à avancer, à dépasser, à continuer, en tout cas dans votre chemin de succès. Je pense que c'est qu'en fait, je me suis dit à un certain moment, je me suis dit que la vie est courte et j'ai envie quand même de profiter de la vie. Moi, je dis toujours à mes parents que je suis une bonne vivante. Je ne suis pas quand même une personne qui suit les règles et qui choisit le chemin classique. Et donc le plus grand en fait, moteur de motivation que j'avais, c'était que j'ai envie, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, de m'asseoir avec mes enfants, mes petits-enfants et de leur raconter mon aventure comme si c'était une histoire. Et pas un parcours simple, j'ai travaillé, je suis revenue. Donc j'ai envie vraiment de leur raconter des histoires, des aventures et de leur faire aussi, en fait, qu'ils suivent aussi ce qui leur passionne, parce que c'est important. Et il y a une expression que Steve Jobs avait dit, et qui m'inspire beaucoup, c'est que choisissez un travail qui ne vous donne pas l'impression de travailler tous les jours. Donc si vous arrivez quand même à trouver ce travail, c'est magnifique. Et vous l'avez trouvé en général. Félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant que je... Alors moi je voudrais juste rebondir rapidement sur un sentiment aussi qui nous réunit aujourd'hui. Je reviens rapidement sur l'histoire, comment le cercle de l'entrepreneuriat a commencé au sein de Mentorel. Donc Mentorel, comme je vous ai expliqué, moi je la considère comme une maison, comme une famille, où on s'entraide, où on a, on va dire, des seniors, des plus expérimentés qui vont apprendre à la main pas de juniors forcément, mais de personnes qui cherchent vraiment une orientation, un appui, ou un réconfort, ou un support. Et dans ce parcours-là, on s'est retrouvés, surtout après le Covid, enfin, il y a eu beaucoup de réorientation de carrière, notamment de personnes qui ont initié leur propre projet. Je ne sais pas si on a parmi nous dans la salle, s'il y a des entrepreneuses, si on a celles qui pensent, qui ont un projet en tête et qui veulent le commencer, l'initier. Et ma question aussi s'adresserait à vous, parce qu'elle arrive la question. L'idée du cercle était venue de ce fameux sentiment de la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire autant pour celles qui ont vécu dans le monde de l'entreprise, on rentre dans son département, on prend un petit café, les années passent et on se fait des amis, des collègues, on se tisse des relations, etc. Autant quand on switch vers le parcours entrepreneurial, il y a un sentiment, c'est très passionnant comme vous dites, on fait ce qu'on veut, il y a des hauts et des bas, mais on apprend, c'est très très passionnant, mais il y a une certaine solitude qui s'installe, et donc on cherche, justement le but du cercle, c'est qu'on se retrouve
pour apaiser un petit peu ce sentiment de solitude. Donc ma question s'adresserait aux deux, à toi Aya et aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ce sentiment de l'entrepreneuse? Comment vous l'avez vécu et comment vous y remettiez? Tout le temps, la vérité, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent seul. Et en fait, ce qui m'aide, c'est que j'ai quand même créé un cercle d'amis, entrepreneurs aussi, et des entrepreneuses, des femmes. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se voit, on essaie aussi de partager entre nous des opportunités et que chacune de nous pousse l'autre vers le haut. Et donc même avant, il y a quand même un petit truc que j'aimerais bien partager avec vous, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais étudiante, je ne connaissais pas qu'il y avait des réseaux justement d'entrepreneurs ou bien de femmes entrepreneuses, et je ne savais pas comment en fait dépasser ce sentiment de solitude. Et l'incubation, mon premier incubateur m'a vraiment aidé à le dépasser, parce que vous êtes en fait entouré par des entrepreneurs, par des gens qui ont un savoir-faire dans l'entrepreneuriat, et donc qui vous orientent, qui vous réconfortent, et qui vous aussi partagent avec vous leur avis d'extérieur. Et c'est très important quand on est seul, d'avoir des gens, soit entrepreneurs, soit dans l'entrepreneuriat, soit quelqu'un qui a aussi la même motivation que vous et qui va vous tirer vers le haut. C'est des gens qui vous nourrissent, et donc c'est très important d'avoir un entourage positif et qui vous tire vers le haut. Est-ce qu'on a des interactions dans la salle par rapport à ce fameux sentiment Alors, combien d'entrepreneuses déjà on a ici, ou combien de personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Madame? Moi, j'y suis. Bonjour, madame. Bonjour. Déjà, Je vous transmets le micro, comme ça c'est... Merci. Ça fait plaisir de voir ces jolis visages. Je voulais pas poser de questions parce que j'allais rebondir sur chaque chose. Donc ça va faire une nouvelle interview. Donc autant ça. Non, mais allez-y. Voilà, mais c'est passionnant. J'adore. Je suis coach. Je voulais tu t'appelles comment? Asma. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle et mon objectif, c'était de devenir coach. Et là, j'ai 38 ans, parce que je sais que des fois, j'ai l'air d'avoir l'air plus jeune, donc je préfère le préciser. Donc, j'ai passé 14 ans en entreprise multinationale, travaillé dans différents secteurs dans le IT. Et juste pour rebondir par rapport à ce que disait Aya, tu disais tu vas penser aux salariats, peut-être qu'ils sont plus à l'aise et tout, mais même les personnes qui étaient dans le salariat, des fois on y pense, mais là je sais pas d'accord. Et Asma, oui, moi aussi je tenais à trouver un cercle, parce que le côté solitude, c'est... Et le souci c'est que on croit qu'on est les seuls en fait. On croit que, par exemple moi quand je partage sur LinkedIn ou sur Instagram, me dit mais Signal, t'as l'air bien, mais je leur dis mais attends, t'as pas vu les coulisses. Et ce qui m'aide à rebondir, comme a dit Aya, j'ai des amis surtout à l'étranger, parce qu'avec Covid, il y a beaucoup mes amis proches ont beaucoup déménagé. Il y a des personnes, je parle des miens, elles se sont devenues plus reclus sur elles-mêmes. Donc même le contact, il y a plus cette facilité, on se fait un téléphone, mais non, moi je préfère te voir. Donc c'était quoi la question? C'était par rapport à comment remédier au sentiment de la solitude. Écoute, pour moi c'est être authentique, oser dire sa vulnérabilité, la partager, comprendre qu'on est, comme a dit aussi Aya, ça on nous suit tout le temps. Des fois on y croit à fond, des fois on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai envie de faire ça et ça, mais est-ce que c'est le bon timing, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que parce que si on a... Moi, je suis quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses et j'ai cette envie d'aider beaucoup de personnes. Mais des fois, on te conseille, on te dit mais pourquoi tu essaies pas ça, Zineb et ça et tout. Tu te calmes. Et les personnes avec qui j'ai étudié, elles sont toutes à l'étranger. Donc, j'avais pas ce côté cercle marocain. Et ça me
me tient à cœur. Mais je suis contente, là, je découvre. C'est juste une amie en Belgique qui m'a envoyé ses mails, elle m'a dit vas-y Zineb, je trouve. Je ne savais même pas que ça existait. Mais merci avec Aya. Moi, j'adore, d'ailleurs, mon sujet les personnes que j'adore le plus coacher, c'est les entrepreneurs. Genre, on arrête de trop réfléchir, juste fonce. D'ailleurs, la dame qui est partie, j'avais une réponse à sa question. Il n'y a pas de produit parfait, ça fait partie du perfectionnisme, de l'envie de contrôler et tout. Et ce côté de premier client, il y aura toujours pour une autre personne, tu seras son premier client. C'est sûr. Et voilà. Merci beaucoup, Zineb. Est-ce qu'on a une autre intervention? Un autre partage d'expérience peut-être? Alors, est-ce qu'il y a d'autres entrepreneuses? Donc on est là à rencontrer. Ou est-ce que vous avez, qui a l'idée aussi de se lancer peut-être, vous avez une idée en tête, vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, mais qui est plus en relation avec l'entrepreneuriat? Esma, avant de passer à cette question, moi j'aimerais aussi partager une chose qui est très importante, c'est que pour rebondir à ce sentiment de solitude, en fait, à part d'avoir un réseau, bien une communauté de personnes dans l'entrepreneuriat, c'est bien d'avoir aussi des mentors. Parce que les mentors, c'est des personnes qui ont l'expérience dans ce que vous faites et qui vont toujours en fait vous réorienter vers la bonne voie. Et qui vont partager avec vous leur carnet d'adresses, leurs astuces, qui vont vous éviter beaucoup d'erreurs, surtout les erreurs de débutants quand on commence. Et donc c'est très important aussi d'avoir cette idée de se dire qu'à ce moment-là, quand je vais arriver peut-être à ce stade, je vais demander d'avoir un mentor ou bien intégrer un réseau de mentoring pour se faire accompagner. Merci beaucoup pour cette... d'avoir mis ça sur la table, parce qu'on est plein dans le milieu. Chez Mentorel, c'est ce qu'on fait. Et personnellement, mon objectif, c'est de plaider pour le mentorat, mais orienté entrepreneuriat. Et vraiment avoir des matchings entrepreneurs-métiers, mais qui sont à vocation entrepreneuriale, parce que ça dépasse un peu l'idée aussi de te donner le conseil, ou de t'accompagner, ou de te faire sentir moins seul, ou de te rassurer quand tu as un moment de doute. C'est aussi, des fois ça passe à des relations de sponsoring, c'est-à-dire que c'est la personne qui va parler de toi au moment où il y a une opportunité, ou c'est la personne qui va partager ton contact ou ta carte visite au moment où il y a quelqu'un qui chercherait quelque chose similaire à ce que tu proposes, que ce soit un produit ou un service. Donc c'est vraiment très très important de s'entourer de ces personnes-là, pas dans une optique, on va dire, opportuniste, mais vraiment de créer des liens, de s'investir dans des relations authentiques avec ces personnes-là, parce que après tout, tout est basé en dehors du produit, du succès du produit lui-même ou du service, tout est basé sur les relations que l'on bâtissait avec son network et avec les personnes qui nous entourent. C'est important. Très bien. Un petit mot pour la fin peut-être, Aya? Je suis très ravie déjà d'être parmi vous. En fait, j'ai appris beaucoup de choses déjà en venant ici. J'aimerais vous dire que si vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. C'est important, pas mal de personnes n'osent pas demander de l'aide. C'est pas mauvais, en tout cas. Il y a une chose que j'apprécie chez les entrepreneurs, c'est le côté naïveté. Généralement, les entrepreneurs pensent que on ne sait, on sait rien et on a besoin toujours d'apprendre et d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui demandent tout le temps de l'aide, même si ils sont assez développés ou à un stade assez avancé. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à concrétiser, à démarrer. Et puis voilà, très bon courage à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, Aya. Merci beaucoup, mesdames. On est arrivé à la fin de ce petit talk. Donc, l'idée à travers les éléments de story, c'est vraiment de démystifier les parcours des entrepreneuses, parce que des fois, on a l'impression que c'est tout rose, que ça va être la 1 million idea, qu'on sera libre de notre temps, qu'on fera tout ce qu'on veut, qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et des fois, on a l'impression que c'est vraiment inaccessible. Donc, démystifier, c'est vraiment aller au juste milieu à travers des parcours très proches.
qui nous ressemblent, inspirants, pour aider en tout cas celles qui veulent se lancer et faire en sorte que celles qui sont déjà dans le domaine se sentent moins seules. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre et on va vous tenir au courant, Inch'Allah, des événements du cercle en particulier, du cercle entrepreneuriat et des événements de Mentorel en général. On peut prendre une photo de groupe, ça vous va? Merci beaucoup, mesdames.